Lundi 23 mars 2020, lendemain du double scrutin législatif et référendum voulu par le président de la République, vous le constatez, un double scrutin qui était à double risque aussi. D'abord le risque affrontement, vu toutes les menaces qui existaient autour de ce scrutin. L'autre risque, c'est aussi le risque coronavirus, puisqu'ils nous sommes en plein corona aux quatre coins du monde. Évidemment, est-ce que le respect des mesures prophylactiques en ce jour de scrutin, notamment d'hygiène, lavage de mains, mais aussi mesures de distanciement social, est-ce que ces mesures-là ont été observées, respectées? La question est à poser. Et le risque affrontement, est-ce qu'on a pu les éviter? On peut déjà dire non, puisque on comptabilise déjà 11 morts selon les statistiques du FNDC, mais 4 morts selon celles du ministère de la Sécurité. Évidemment que l'analyse globale faire du scrutin d'hier et les jours à venir en termes de risque d'affrontement aussi, surtout à l'intérieur du pays où ça prend des proportions un peu plus communautaires, voire même religieuses. Toutes ces questions sont posées. Et pour décrypter, regard du journaliste, j'ai à mes côtés deux confrères. Tierno Souleymane Diallo, journaliste à Guinée News, analyste politique. Tierno, bienvenue dans cette émission. Merci Ouri, bonjour à tous. Merci de la disponibilité. À mes côtés également, Lansana Kamara, administrateur général du site ConakryLive.info. Il est journaliste, analyste politique. Lansana, bienvenue. Merci, bonjour et bonjour aux millions de téléspectateurs de Gangan TV. Merci de la disponibilité. Première question, Tierno Souleymane, est-ce que vous avez pu vous déplacer hier, sortir en tant que journaliste pour, n'est-ce pas, observer, pour couvrir cette journée d'hier? Non, il faut dire, répondre catégoriquement tout de suite non. Non, à partir du moment où c'était impossible de sortir du quartier. C'est un quartier qui habituellement n'est pas beaucoup exposé aux agitations sociopolitiques, mais pour hier, ce n'était carrément pas possible, parce que même les ruelles qui quittent le goudron qui fait office de route principale pour entrer dans le quartier, même l'entrée de ces ruelles-là était barricadée. Donc ce qu'on a essayé de faire, je dis bien essayé, parce que là aussi c'était... Donc vous avez été carrément confiné Oui, carrément dans le quartier où l'élection n'avait pas eu beaucoup d'envergure. J'ai vu 2 bureaux de vote qui ont tant bien que mal fonctionné, parce que le premier où je me suis rendu, l'ouverture prévue à 8 h n'a eu lieu qu'à 10 h moins le quart. Et juste après le premier votant, je crois, c'était le président d'un des bureaux de vote. Donc juste après ce dernier, il y a eu donc une agression. Des gens sont venus de l'extérieur, jeter des cailloux à l'intérieur de cette école. Donc c'était la débandade, parce que là les opérations qui avaient déjà retardé ont été interrompues. Ironie du sort, j'ai vu les membres du bureau de vote et des électeurs sortir des rangs et des bureaux pour aller chercher. Pour aller riposter au jet de cailloux. Donc j'étais avec deux agents de sécurité qui portaient l'uniforme UCL. Donc tous les trois là, je crois que c'est nous qui n'étions pas partie prenante. Donc on s'est mis en retrait dans une des salles, donc laissant les autres se régler leur compte dehors. Donc juste après, les gens ont commencé à être agressifs, parce qu'il y a des militants des électeurs qui ne voulaient pas qu'on prenne les images de ce qui se passait, qui commençaient donc à s'intéresser à nous particulièrement et de façon pas gentille. Et puis malheureusement, c'est les agents de l'UCL qui sont venus donc en renfort pour chasser les agresseurs, donc sinon les empêcheurs d'élection, donc qui eux aussi ne voulaient pas nous sentir. Donc à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on était carrément en terrain adverse, hostile. Donc il fallait quitter les lieux. Donc après, c'est tard le soir que j'ai pu sortir pour aller vers Simbaya, chercher à m'enquérir des nouvelles du monsieur dont on dit accidenté, dont les images a circulé sur la toile. Mais bon, il n'y avait pas grand chose, parce qu'il y a eu un décalage entre les faits
et donc la possibilité de rallier les lieux. Donc voilà, c'est après au retour que j'ai assisté au dépouillement, donc à la clôture d'un bureau de vote de fortune qui n'a pas pu s'installer, disons un centre de vote qui n'a pas pu s'installer dans une école initialement prévue, donc qui est venu s'installer comme ça à l'état de la nature, parce que voilà, le propriétaire de l'école où c'était prévu n'a pas voulu prendre de risques, sachant que voilà, les élections sont ce qu'elles sont, donc les gens sont venus à l'espace qui sert d'office de bureau de secteur dans un des, disons au niveau du quartier là-bas. Ils ont fait l'élection là, mais le dépouillement, comme il faisait un peu tard, ils ont dû tout transporter avec un cortège, bien entendu, des agents de sécurité. À la centralisation? Non, pour aller, disons, continuer le dépouillement au niveau du siège du quartier. Mais bon, vu l'expérience que nous avons vécue le matin, on s'est dit que ce n'était pas forcément... la presse n'était pas forcément la bienvenue là, donc il fallait pas y aller. Donc c'est le dépouillement qui a commencé d'un côté pour aller se terminer ailleurs dans des conditions malheureusement qu'on ne peut pas décrire parce qu'on n'a pas pu y assister. Donc pour ce qui est du quartier, voici un peu comment les choses se sont passées. Maintenant, dans le reste du pays et de la ville de Conakry, vous savez, il y a on reviendra effectivement là-dessus. Là, vous parlez du secteur dans les environs du stade de Nongo. Bien sûr, il faut le dire, évidemment. Le quartier s'appelle Kiroti, et bien entendu, c'est dans les parages du stade de Nongo. Au-delà de ces difficultés de mobilité, pour le fait que, je veux dire, de déplacement, pour le fait qu'il y avait des barricades, mais aussi le laisser-passer que tout journaliste devait avoir, il faut dire que c'était une denrée rare. Justement, c'était très compliqué. On en avait parlé, vous et moi. On a essayé par nos différentes relations, disons au niveau de la CENI. Malheureusement, on s'est rendu compte que cette fois-ci, ce n'est pas la CENI qui gérait. Moi, je suis particulièrement pas très... disons, je n'apprécie pas beaucoup la façon dont les choses se gèrent à la CENI, mais je crois que la CENI est encore mieux pour gérer cette affaire de laisser passer. Que l'ICEL, parce que finalement, on ne pouvait pas du tout avoir. Moi, c'est à partir de la rédaction, notre chef de bureau, M. Tam, a donc réussi à se procurer un lot. Donc j'ai pu en avoir un, mais malheureusement qui ne pouvait pas me servir parce qu'il n'y avait pas, de possibilité. Alors Lansana Camara, la même question, est-ce que vous avez pu vous déplacer, sortir en journaliste pour évidemment sillonner la ville, couvrir certains bureaux de vote? Oui, il faut le dire, hier déjà très tôt, je me suis déplacé, j'ai commencé par la commune de Matoto. Parce que comme vous le savez, en termes de statistiques en population, donc en démographie, c'est la plus grande commune. Donc je me suis dit que je dois commencer à fouiller dans certains bureaux de vote de cette commune. Donc j'ai commencé juste derrière la commune où j'ai assisté au lancement des opérations de vote au sein d'une école franco-arabe. Je crois que c'était le bureau de vote numéro 1 et 2. Où les populations quand même attendaient les tours et effectivement les opérations ont commencé. J'ai aussi assisté, mais enfin j'ai aussi remarqué la présence de certains représentants des partis politiques, de la société civile, de certains observateurs, je crois, étrangers également, je crois de la société civile africaine aussi, qui étaient dans la salle. Et j'ai pu échanger justement avec le président les présidents de ces deux bureaux de vote où ils ont signalé quand même le manque de matériel à certains endroits, même s'ils m'ont rassuré après que ça devrait venir et que c'est en cours de route. Mais c'est en ce moment que moi j'ai quitté pour aller en ville. Parce que vous savez, le président, pour toutes les élections politiques, souvent il y a un bureau de vote qu'on aménage à côté du palais présidentiel. Et donc il est intéressant pour les médias de couvrir le vote du président parce que là, des remarques sont importantes à faire. Vous savez, vous avez parlé, vous avez rappelé tout à l'heure les risques qui accompagnent ces élections. Il y a le coronavirus dans nos murs, mais aussi les affrontements. Alors il fallait voir la mobilisation, il fallait voir les dispositifs sanitaires.
Et donc très tôt, à l'image d'autres confrères déjà postés à ce niveau-là, c'était au collège des Boulbiné. Donc nous sommes venus juste à côté du ministère des Finances, nous sommes venus attendre. Et je crois aux environs de 10h et quelques, le chef de l'État accompagné de certains proches sont venus au niveau de ce bureau de vote pour accomplir ses obligations, n'est-ce pas, citoyennes, et à tenir aussi à adresser un message à la nation, un message très très court d'ailleurs, parce que nous on a attendu près de 2 heures de temps espérant avoir quelque chose, mais c'était pas évident. Le président a été très bref. Il a été très bref, très bref d'ailleurs, donc bon, mais vous savez, quelquefois il arrive aussi qu'il soit très égoïste par rapport aux paroles, voilà, mais je crois que le peu qui a été donné, ça a servi parce que ceux qui ont dû faire les images aussi l'ont fait. Maintenant, peut-être qu'on reviendra, mais je ne sais pas si... Effectivement, on va rester avec vous et parler des 2 facteurs de risque que j'ai dit tout à l'heure. C'est un scrutin, comme je l'ai dit tout à l'heure, le président de la République y tenait fermement. Oui. Alors, il a fait fi à tous les protocoles qui nécessairement doivent, on va dire, être reconnus en la matière en termes électoraux, les questions d'observateurs internationaux, ainsi de suite, la question de sérénité, la question d'inclusion et tout. Il a tenu à ce que ce scrutin se tienne, vaille que vaille, hier dimanche, et la journée a été observée, mais comme je l'ai dit, pas sans risque. Oui. D'abord, les 2 risques que j'ai évoqués, on est en plein dans le coronavirus, mais l'autre grand risque c'était qu'il y avait des menaces, des risques d'affrontement, et ça, on peut dire qu'on n'en a pas manqué, puisque aujourd'hui, le FNDC nous parle de 11 morts, c'est des stats qu'il faut essayer de confirmer au fur et à mesure, le gouvernement parle de 4, et des dégâts matériels très importants à l'intérieur du pays. Alors vous allez recouper des informations, parlons de ce facteur. Le premier risque d'abord, affrontement. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus pour la journée d'hier? Est-ce qu'on peut dire que cela a affecté le processus et que ça a aussi porté un coup sur le taux de participation à maints endroits? Oui, je pense que c'était vraiment remarquable. Les risques d'affrontement pouvaient justifier la faiblesse du taux de participation. Parce que vous savez, le vote s'est fait dans la sérénité. Bon, à part l'enthousiasme, parce que, pourquoi je parle de l'enthousiasme? Parce que le citoyen est souvent très heureux d'aller voter. Parce que c'est l'arme du citoyen. Si nous sommes dans un principe démocratique où tout se passe dans la transparence, je pense qu'il n'y a pas une arme aussi démocratique à la main du citoyen que le vote. Parce que c'est là où il peut montrer à n'importe quel candidat, y compris un président de la République, que je peux te sanctionner ou je peux vous sanctionner à travers cela. Donc, un vote doit en principe se passer dans la sérénité. Mais lorsque la sérénité n'y est pas, ça veut dire que vous-même en allant voter, moi hier j'ai vu des gens, parce que je suis passé de côté de Mafanko également, je voyais effectivement des citoyens qui avaient leurs cartes, mais l'enthousiasme manquait. Qui étaient apeurés. L'hésitation était là, ils étaient apeurés, parce que vous ne savez pas réellement comment ça va se passer. Donc vous vous levez, certainement vous êtes motivé d'aller déposer votre bulletin dans l'urne, mais puisque la sérénité n'y est pas, puisqu'il y a cette psychose, déjà cette grande peur dans la cité, et puisque l'enthousiasme manquait, l'ambiance électorale a manqué, donc tout cela contribue justement quelquefois même à décourager ceux qui ont des cartes. Parce que si aujourd'hui on devrait faire les décomptes, il se trouverait que d'autres ont des cartes, certainement qui n'ont pas fait le déplacement. Donc moi je pense que justement ces risques d'affrontement ont contribué à jouer sur le taux de 2. Parce que même dans les communes qui sont censées être le fief du parti au pouvoir, quand je prends par exemple Matoto, il y avait des bureaux de vote où, quand vous venez, vous n'avez plus 2, 3, 4, 5 personnes par exemple. Vous comprenez? Tout cela, moi je pense que ça s'expliquait justement par cette peur que les gens, et par ce manque d'enthousiasme, etc., de l'ambiance électorale que nous avons l'habitude de voir avec les autres élections. Sinon, on sait que le jour de l'élection, c'est comme une fête. Vous rencontrez les citoyens, l'enthousiasme et tout, l'ambiance. Mais lorsque tout le monde est méfiant, tout le monde bouche bée, on vient tranquillement, on retourne tranquillement. D'accord. Certes que, voilà, c'est le calme, mais en fait, ce n'est pas une ambiance à laquelle on s'attendait. Bien. Alors oui, beaucoup de vidéos ont circulé puisque nous parlons de ce premier risque lié à la journée du scrutin d'hier, le risque affrontement. Évidemment, beaucoup d'images se promènent sur la toile, sur Facebook. Facebook, il faut le dire, qui a d'ailleurs été complètement coupé toute la journée d'hier jusqu'à presque 0 heure si il a été de retour.
On parle toujours de ce facteur affrontement. Premièrement, est-ce qu'on peut dire que le président de la République a réussi son pari, a tenu son agenda qui lui tenait véritablement à cœur? Pour lui, c'était une affaire d'ego ou je sais pas de nationalisme. En fait, s'il avait un objectif, il fallait tenir ce scrutin. C'était un défi pour lui. Est-ce qu'on peut dire qu'il a tenu ce défi de faire observer cette journée de vote, mais non sans risque, puisque après on a des affrontements à l'intérieur du pays. On nous parle de 10 morts, des lieux de culte qui ont été incendiés, et il y a aussi des menaces d'affrontements, selon ce qu'on nous dit, intercommunautaires. Oui, écoutez, je crois que c'est là toute la problématique que décrivait tout à l'heure Lansana, c'est-à-dire élection pour élection. Bien entendu que oui, avec tous les moyens que l'État a mis à sa disposition, le président de la République, qu'il soit Alpha Condé, qu'il soit quelqu'un d'autre, a toujours la possibilité d'organiser des élections. Maintenant, si on intègre l'aspect qualité, l'aspect apaisement et tout ce qu'on décrivait tout à l'heure, justement en termes d'ambiance, en termes de sérénité, ben à ce niveau ça a manqué. D'abord tout à l'heure je disais que c'était pour moi pas du tout possible de sortir même de mon quartier la matinée pour aller observer, pendant qu'auparavant toutes les élections que nous avons couvertes, on en a couvert en tant que journaliste, bien entendu, depuis 2010. On a toujours eu le privilège, la possibilité, et bien sûr même le privilège de sortir, d'aller où nous voulons, comme nous voulons, d'accéder même à des endroits parfois souvent fermés, pour aller couvrir les élections et aller voir un peu comment les choses se passent dans les coulisses, rencontrer des acteurs sociopolitiques d'envergure. Mais pour le cas d'hier, ce n'était pas possible. Et ironie du sort, c'est même les réseaux sociaux qui étaient bloqués, l'Internet, nous le savons, on a connu des interruptions de l'Internet. Donc c'est comme si le président, connaissant que ce qui est en train de s'organiser n'est pas forcément ce qui peut être disons une élection selon les standards au niveau international, ben, ces services se sont arrangés à faire de sorte que les observateurs que nous sommes en tant que médias ayons moins de moyens pour pouvoir vivre les choses et les relayer éventuellement. Donc de ce point de vue, le scrutin s'est tenu, mais en termes de qualité, eh ben, ça fait débat, et derrière il faut s'attendre à des conséquences. Parce que, et je l'ai dit, non sans risque, et les risques, les cas d'affrontement qu'il y a eu, est-ce que c'est fortement regrettable quand on nous parle déjà de 10 morts, quand on nous parle des lieux de culte incendiés? Absolument. En amont déjà, il y a eu des écoles qui ont été incendiées. Absolument que c'est regrettable, et c'est d'autant plus regrettable que c'était prévisible. C'est-à-dire quand on a organisé les choses dans ces conditions-là, connaissant le contexte guinéen, ben forcément il fallait, malheureusement c'est ça la Guinée aussi, surtout dans les conditions que nous vivons, ben le risque zéro n'existait pas, donc malheureusement on y est allé, sachant que on risquait de compter encore des morts parmi les Guinéens. Il y en a déjà beaucoup eu, mais malheureusement il se trouve que ce n'était pas encore assez. Et voilà, on est, c'est vrai, dans la guerre de communiquer. Tantôt le FNDC parle d'une dizaine, et du côté du gouvernement c'est nettement moins, mais ce qui reste clair, c'est que même un Guinéen tué dans des conditions comme ça, c'est à regretter, et dans les conditions normales, disons, c'est à investiguer et à sanctionner. Malheureusement, tel n'est pas le cas, et la Guinée continue son chemin. C'est sûr que pour l'instant, on n'a pas de résultats définitifs de ce scrutin, émaillé
de violence, de mort. A posteriori, le président devait sans doute prendre la parole. Est-ce qu'il va intégrer tous ces aspects-là dans son discours post-électoral, ces violences à l'intérieur du pays, ces cas de mort et ces lieux de culte même incendiés? On verra bien ce que le président en dira et ce qu'il voudra proposer comme solution. Mais d'ici là, on va rester ensemble, observer une petite pause. Derrière, nous nous retrouverons pour continuer notre analyse dans cette émission. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Vous le constatez, nous sommes aujourd'hui lundi, lendemain du scrutin d'hier. Et comme vous l'avez entendu, et nous venons de le décrypter ici, ce fut un scrutin finalement tenu par le président comme il y tenait forcément, lui et son camp bien sûr. Mais un scrutin à double risque. D'abord affrontement, on a vu ce qui s'est passé, on nous parle des morts et des dégâts très importants ici et là. Mais l'autre risque dont on parlait, c'est aussi le risque santé, puisque nous sommes en plein dans la gueule du corona qui dévaste, on va dire, le monde. Et la Guinée n'est pas en marge de cela. Il avait été donné comme garantie par le gouvernement et l'ANSS de faire en sorte que les mesures d'hygiène et prophylactiques soient respectées. D'abord les kits de lavage de mains. Est-ce qu'on peut dire que cela a été respecté sur toute la ligne quand on a entendu certains dire que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays, que devant certains bureaux de vote, il n'y avait pas de kit de lavage de mains. Encore pire, quand on regarde les photos, les images, même à un bureau de vote où il y avait le premier ministre qui a voté, on a vu les gens collés les uns aux autres. Donc les mesures de distanciement social n'ont pas été observées. Est-ce que ça a été aussi un gros risque le jour du scrutin? Bien, je pense que permettez-moi rapidement, avant de revenir sur ce constat, parce que comme je le disais à l'entame de mes propos, j'ai quand même mentionné des bureaux de vote, y compris là où le chef de l'État a voté. Mais je voudrais rapidement revenir sur votre conclusion, c'est très important. Je ne voudrais pas que vous disiez qu'on souhaite, n'est-ce pas, ou qu'on espère que le chef de l'État va se prononcer sur les cas de mort, les cas de dégâts matériels qu'on a enregistrés hier, avec la destruction des édifices, des écoles, etc. Ce n'est même pas un souhait. Moi, je voudrais dire que le chef de l'État doit se prononcer sur cela. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a l'élection, mais il y a l'après l'élection. Aujourd'hui, certes, nous sommes le lendemain de ce double scrutin, mais il est très important, comme Tieno le disait tantôt, que le chef de l'État, n'est-ce pas, se prononce officiellement sur tout ce qui s'est passé hier. Parce que, honnêtement, je pense que le scrutin n'a pas été enregistré pour qu'on puisse enregistrer encore une fois 11 morts ou alors 4 morts, parce que selon la confusion des bilans. De toutes les façons, ou même des lieux de culte. Même des lieux de culte. Pourquoi les églises, des écoles, etc. Moi, je pense qu'il doit sortir, n'est-ce pas, pour rassurer tout un chacun et pour prendre garantie comme quoi ceux qui sont, n'est-ce pas, à la base. Hier, j'ai vu une image, n'est-ce pas, d'un jeune que je crois qui a été écrasé par le véhicule des forces de l'ordre, je crois, du côté de Bantuka, mais vous ne pouvez pas quand même regarder. Moi, je pense que ça, ce sont des situations qu'il faut sanctionner. Ce n'est pas du tout cela, parce que même si c'est dans le cadre de maintien d'ordre, il est important quand même que les dispositifs soient pris, n'est-ce pas, pour permettre à ces agents d'opérer dans les règles de l'art. Maintenant, par rapport au risque coronavirus, effectivement, je pense que hier, si par endroit on pouvait quelquefois observer les dispositifs de lavage des mains à la rentrée des bureaux, mais la mesure concernant la distance à respecter entre 1 mètre, 1 mètre, ça n'a pas du tout, parce que les gens étaient serrés. Et puis, ça a été complètement ignoré. Non, je me demandais même si les gens avaient en tête cette mesure. Parce que pratiquement, même on leur a suffisamment dit ça. Non, bon, effectivement, c'est à titre de sensibilisation. De sensibilisation, non, je ne pense pas, parce que dans tous les bureaux de vote, c'est comme à l'ordinaire. D'ailleurs, les gens, ils s'affrontent, ils s'allient, non, ça, je pense que ça a manqué la sensibilisation au niveau des populations. Et Dieu seul sait. Si jamais dans ce monde-là, il y avait des gens qui avaient le virus, on ne souhaitait pas, dites-vous bien que la contamination était assurée. Ouais. Parce que, honnêtement, vous n'avez pas l'impression de voir des gens qui sont là. Sinon, quelqu'un l'a dit, je crois, dans un débat, on aurait pu déployer même des agents de l'ANS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, au niveau des bureaux de vote pour permettre aux gens de dire, messieurs, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Mais ça n'existait pas. Ce qui préoccupait les gens, c'est comment voter, etc. Et tout se passait de main à main, de toi et moi, etc. Et ça,
même le bureau de vote ou le chef d'État a voté. C'était pratiquement, il n'y avait pas cette mesure. Peut-être qu'il y avait, comme je l'ai dit, le sceau était là avec le chlore à la rentrée. Et ça, Dieu seul sait aussi si tout le monde le faisait, parce qu'il y en a qui... Donc moi, je pense que hier, on a affronté, n'est-ce pas, le risque de coronavirus. Et Dieu seul sait, si jamais, comme je l'ai dit, les gens avaient le virus dans leur corps et qui se rendaient dans ces lieux-là, dites-vous bien que peut-être qu'on ne le souhaite vraiment pas, mais la maladie sera éparpillée. Bien. Oui, Tierno, on regardait ensemble une photo tout à l'heure où un agent de l'UCL était même obligé de donner de l'argent à un jeune pour lui acheter du javel, n'est-ce pas, devant un bureau de vote, ce qui illustre l'absence de kits de lavage. Oui, justement, c'est illustratif. C'est dire que, dans une certaine mesure, c'est à peine si les citoyens ne sont pas en avance sur l'État guinéen quant à la prise de responsabilité face à cette menace. D'accord, par endroit, il y avait des kits, mais c'est plus par réflexe, disons, lié à Ebola, parce que ça, les gens le savent. Mais pour ce qui est de la distance à établir entre les uns et les autres, pour éviter, parce que vous savez que le virus là, il se transmet aussi par voie respiratoire. Il n'y a pas que les toucher. Justement, donc pratiquement ça n'existait pas. Donc l'agent, je l'ai vu, quand il a constaté qu'il y a un seau, parce que c'est dans une école que le centre de vote est établi, donc l'école a déjà son kit à lui, mais comme dans le cadre des élections, les dispositions n'avaient pas été prises, le sceau étant là, donc l'agent de l'UCL a fait un acte citoyen, il a pris de sa poche pour donner de l'argent, pour donner à un jeune, lui disant d'aller acheter du javel et chercher de l'eau pour mettre ça à l'entrée. Donc c'est à la fois agréable et triste. En même temps, agréable à partir du moment où les Guinéens savent faire preuve de citoyenneté, et triste quand l'État, avec tout ce que nous entendons comme discours officiel, ben, dans les faits, sur le terrain, généralement il est absent. Et en même temps, il y a des bureaux de vote où c'est même les hauts dignitaires qui étaient là, qui souriaient, alors que devant eux, il y a des citoyens qui étaient collés les uns aux autres, alors qu'ils ont pris l'engagement de faire respecter les mesures de distanciement social. Et là-dessus, je parle du Premier ministre lui-même, où on a des photos où il sort du bureau de vote, or les gens sont collés. Donc, a posteriori, est-ce qu'il faut craindre, on ne le souhaite pas, mais ça a été une ratée complète en ce qui concerne l'observation de ces mesures de distanciement, et c'est très important dans ce genre de regroupement de personnes. C'est pourquoi, bien sûr, la France a décidé de reporter le second tour de ces élections. Et cela nous amène justement à la question santé entièrement. Et c'est là où nous allons interroger la stratégie de communication de l'Agence nationale de sécurité sociale quant à la sensibilisation, à l'information des citoyens sur cette question de coronavirus. On va y passer 5 minutes avant de conclure une fois encore sur cette question électorale. Alors oui, Lansana, je reviens avec vous. La stratégie de com de l'ANS, parce qu'on vient d'apprendre comme ça, dans le vent, qu'il y a eu 2 nouveaux cas de coronavirus, un couple qui venait de l'Italie. De la France. De la France, c'est ça? Bon. Alors, moi, la première question que je me pose, ils sont rentrés par où? Dès lors qu'il y a eu une décision de fermeture des frontières aériennes. C'est pas précis dans le communiqué de l'ANSS, mais étant donné qu'ils sont arrivés vers le 14, ça veut dire qu'ils sont arrivés avant la décision. Avant cette décision fermant l'aéroport à certains pays où le coronavirus a déjà pris une certaine ampleur. Maintenant que c'est hier que c'est c'est officiel. Oui. Certes que, comme Kiano le disait, ils sont arrivés avant la prise de la décision fermant les frontières. Mais la défaillance qu'il faut relever à ce niveau-là, c'est que de toutes les façons, ils sont arrivés au moment où le coronavirus avait commencé. Donc, c'est des gens qui n'ont pas été suivis. Parce que c'est après qu'ils ont développé la maladie et que ça a été suivi. Maintenant, le problème dans ça, c'est quoi? Tout à l'heure, on parlait de la fermeture de Facebook hier toute la journée. C'était pour un objectif électoral. Mais on s'est dit que heureusement Facebook existait parce que pratiquement ces cas-là, n'est-ce pas, les gens sont informés, en tout cas moi j'ai été informé justement par le communiqué que j'ai vu quelqu'un a publié sur Facebook.
ça montre encore une fois que la stratégie de communication, de sensibilisation de l'ANS ne marche pas forcément. Parce qu'on l'a dit la fois dernière dans des débats, que ce n'est pas en organisant souvent des conférences de presse que vous pouvez estimer que vous communiquez largement. Les conférences de presse, c'est pour nous les hommes des médias qui se déplacent pour aller. Mais il faut que les populations à tous les niveaux, et on l'a dit, les radios existent aujourd'hui. Pourquoi ne pas faire des communiqués et passer dans ces radios-là à chaque fois? Je me rappelle d'une des propositions que mon confrère Tcherno avait dit la fois dernière, que l'agence devrait tous les jours publier un communiqué le matin et tous les jours publier un autre communiqué le soir. Comme ça, tout le monde est informé. Mais quand je dis publier, c'est passer dans les médias audiovisuels notamment. Parce que ça doit être la priorité des priorités. C'est la priorité des priorités. Tout le monde écoute au moins des radios, au moins une radio par jour ici. Les sites internet, c'est vous et moi. N'est-ce pas? Les Facebook, c'est vous et moi, parce que nous savons lire, nous avons la possibilité d'avoir des téléphones pour ouvrir cela. Mais combien de nos populations sont dans les marchés, sont dans les garages, sont dans les miniseries, etc., sont dans les chantiers, qui n'ont pas ces téléphones, qui n'ont pas la possibilité, ou qui ne connaissent même pas. Donc ceux-ci écoutent forcément la radio, parce qu'au moins pour la musique et autres, les gens captent les radios. Donc si vous passez le communiqué là, vous avez la chance de toucher quand même les 90% des populations de Conakry, et même de l'intérieur des pays, quand on sait que beaucoup de vos radios ou de vos télévisions touchent également les préfectures environnantes. Mais ça ne se fait pas. Vous limitez à des conférences de presse restreintes où il n'y a que 10, 15, 20 journalistes. Après, vous dites on a communiqué. Donc il y a beaucoup à faire. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ça va créer encore de la panique parce que pratiquement ça fait 4 cas, dont un cas guéri. Donc déjà dans nos murs, on a 4 cas. C'est déjà effrayant, je pense. Alors, Tcherno, gestion du coronavirus, est-ce que la stratégie de com de l'ANSS? Non, elle est vraiment encore poussive, il faut le dire. Avec toute l'amitié que nous avons pour ces agents au niveau de la communication, vraiment il y a encore mieux à faire. Et la stratégie et la disponibilité, tout est vraiment amélioré, parce que Lansana vient de le dire. On devrait aujourd'hui, avec tout ce que nous avons capitalisé comme expérience au niveau d'Ebola, on ne devrait pas se demander par où commencer aujourd'hui pour communiquer. Et insister sur un aspect sur lequel Lamine Monyouma, notre ami, est toujours revenu pour dire que le fait d'organiser une conférence de presse ne veut pas forcément dire qu'on a communiqué. On sait parfois ce qui est derrière ces conférences de presse. Parfois, c'est des factures qui ne disent pas leur nom, c'est parfois de l'argent débloqué au nom des journalistes qui ne touchent pas. Parce que moi je le dis, je n'ai touché aucun copec. Moi, je n'ai même pas vu les gens. Mais je sais qu'ils donnent. Mais comment et combien? Ben voilà, il faut, en tout cas, si un responsable voit quelque part un seul franc devant mon nom, qu'il sache, qu'il cherche à savoir par où c'est parti. En tout cas, moi je n'ai touché... parce que justement, il arrive que, je ne te coupe pas la parole, il arrive que quand vous venez, on vous donne des listes, mais quand vous mettez votre nom, peut-être vous mettez dans l'objectif de laisser votre adresse en cas de contact, mais dès que vous quittez, vous savez, c'est des gens, ils sont capables peut-être de payer on signe devant votre nom. Parce que moi, on laisse une place pour émarger, donc vous écrivez, vous émargez. Et puis on signe à votre place, à votre insu. En tout cas... Avec un montant à l'appui. Je n'affirme rien, mais si toutefois il y a de l'argent qui était débloqué à cet effet, que tout le monde sache que moi je n'ai touché à aucun copec, et donc qu'on le retourne à l'ANSS. Donc c'est dire que au niveau de la communication, vraiment il y a nettement mieux à faire qu'organiser des conférences de presse. Encore une fois, un petit communiqué radio, télévisé, et même largement diffusé, et même écrit. Ça peut être diffusé, tel que l'ensemble a vu tout à l'heure le communiqué de la Chine aujourd'hui, comment elle fait, Lansana peut nous le dire, presque chaque 10-30 minutes, je crois, la Chine poste quelque chose sur son site concernant le corona. C'est l'info première. Voilà. Rappelez-vous lors du virus Ebola, ici, on passait par les téléphonies, donc c'est des messages, les compagnies de téléphonie, donc c'est des messages que les gens recevaient, SMS dans le téléphone. On peut multiplier ça. Aujourd'hui, les canaux digitaux sont tellement nombreux qu'une fois c'est prêt le matin, on peut très banalement rendre ça accessible à tout le monde, et le soir aussi faire autant. C'est mieux que de s'enfermer dans des réunions interminables qui absolument ne donnent pas grand-chose. Nous reviendrons largement sur cette communication de l'ANSS relative à la gestion du coronavirus. Évidemment, combien de cas déjà enregistrés, faut-il qu'elle revienne officiellement nous le dire. Et on va terminer, chacun a 1 minute pour finir sur cette question d'élection. Une chose est de tenir le scrutin, l'autre chose c'est de voir comment la phase
post-électoral va se tenir? Est-ce qu'un climat de sérénité se dessine devant nous? Est-ce qu'il y a plutôt une autre menace à la stabilité? C'est très important. Alors oui, pour terminer là-dessus, Lansana, que retenir de la journée d'hier et qu'attendre des jours à venir après hier? Bien, je pense que la journée d'hier, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que le scrutin s'est déroulé, mais je l'ai dit tantôt, et vous venez de réitérer, une chose est de faire le scrutin, une chose est de pouvoir contenir tout cela dans l'attente des populations. Aujourd'hui, nous allons gérer l'après-élection et c'est une phase qui est très importante. Si vous prenez de façon générale dans la sous-région en Afrique, souvent les périodes post-électorales sont des périodes de violence, de troubles. De troubles, parce que l'élection, dans un cadre normal, on ne doit pas priver d'un citoyen de sa participation ou de son droit à l'élection. Qu'il soit homme politique pour se présenter, donc qu'il soit éligible ou électeur, tout le monde devrait pouvoir, n'est-ce pas, participer à une élection. Parce que la chose est en commun pour tout un chacun. Bien. Maintenant, si tel n'est pas le cas dans le cadre d'une élection comme ce qui s'est passé, parce que quand même on sait qu'une France importante des populations n'ont pas participé parce que leur parti n'était pas dedans, je pense que certainement qu'on a fait l'élection, mais il appartient aux autorités à tous les niveaux, n'est-ce pas, de faire en sorte que ces populations qui n'ont pas participé, parce que quand vous êtes président de la République, que quelqu'un vote pour vous ou pas, on dit que dès lors que vous êtes chef de l'État, vous êtes chef de l'État pour tout un chacun. Bien. Et donc les attentes de tout un chacun doivent être votre préoccupation. Il n'y a pas à dire que c'est Paul ou Pierre, tout le monde vous appartient parce que nous sommes dans un État. Moi, je pense qu'à partir de l'instant, on doit passer par tous les moyens pour respecter et pour prendre en compte l'opinion et les intérêts de ceux-là, même qui n'ont pas participé à ces élections. Bien. Il n'y a pas lieu de brimer quelqu'un, il n'y a pas lieu de faire des jouissances ou de taper les poitrines pour dire oh, nous on a fait. Ça n'a absolument rien parce qu'aujourd'hui c'est vous, demain c'est moi, demain c'est un autre. Bien. Donc tout le monde, comme l'a dit quelqu'un, à son tour. Donc pour l'instant nous sommes dans un État unique et les intérêts de tout un chacun doivent être primaires. Ce n'est pas que l'intérêt de vous parce que vous avez gagné ou en attendant vous partez à l'hémicycle. Parce que Dieu seul sait que l'hémicycle, voilà, on sait comment ça fonctionne là-bas. Bien. Alors oui, Tcherno, pour terminer là-dessus. Là-dessus, il faut que le président Condé se dise une chose ou deux. C'est-à-dire qu'il a un grand défi à relever en ce sens qu'il a organisé des élections contre vents et marées. C'est-à-dire qu'il y a une frange de la population, je ne reviens pas là-dessus, une importante frange de la population qui n'y a pas participé, mais il y a aussi une bonne partie de la communauté internationale qui n'y a pas cru. Et au sein de cette communauté internationale, il y a des partenaires au développement qui ont l'habitude de nous accompagner dans nos efforts de projets de développement, donc qui forcément vont réfléchir deux fois pour savoir est-ce qu'ils vont continuer à le faire, dans quelles conditions ils font le faire. Donc il y a le défi là à relever, donc pour, disons, trouver, vraiment faire preuve d'imagination pour rendre la situation normale le plus tôt possible en vue qu'on s'occupe, qu'on gère les dégâts, parce qu'il y en a qui sont énormes. Absolument. Parce qu'en plus de tout ce que nous avons décrit ici sur le plan contextuel, sur le plan social et politique, mais sur le plan économique où vous savez que c'est le budget national qui a supporté tout ce qui a été fait comme dépense. Donc savoir déjà qu'il y a un gap à rattraper à ce niveau-là, et puis il y a des promesses qui sont faites ça et là au niveau de certaines corporations en termes d'augmentation de salaire, il y a tout cela qui s'accumule. Maintenant, l'autre défi, c'est vis-à-vis de ceux qui ont cru quand même, en dépit de tout, à ce qui leur a été promis par le président de la République, le camp présidentiel, comme quoi il faut voter, on va faire ci, il faut changer la constitution, c'est pour améliorer vos conditions de vie, c'est pour votre bonheur. Il ne faut pas qu'un mois, 3 mois, 1 an après, les gens là ne voient rien arriver. Sinon, ça risque de rajouter déjà la population qui ne croit plus en ce régime, en cette gouvernance, et ce sera très difficile à gérer. Bien. Voilà, ce n'est que le début du décryptage de ce qu'on a traversé hier. Nous reviendrons là-dessus demain. Après-demain, nous utiliserons d'autres images pour illustrer les faits. En tout cas, il faut encore tout ce qu'on peut dire que Dieu sauve la Guinée doublement face au coronavirus qui dévaste le monde, mais aussi face aux menaces à la stabilité ici à Conakry, à l'intérieur du pays. Prenez soin de vous et au revoir.